Bonjour, bienvenue sur le studio de Cardio Online au JESFC 2020. Je suis Laura Delsart, interne au CHU de Brest. Aujourd'hui, nous accueillons le professeur Guy Meyer, qui est pneumologue à Paris. Aujourd'hui, nous allons discuter des recommandations ESC 2019 qui font des nouveautés par rapport à la spécialité. Quels sont les grands messages du diagnostic dans l'embolie pulmonaire qui ont pu être publiés dans ces nouvelles recommandations? Oui, il y a deux choses importantes. C'est que premièrement, ce qui est recommandé maintenant, c'est d'ajuster le seuil de dédimère soit à l'âge du malade en multipliant l'âge par 10 au-delà de 50 ans, soit à la probabilité clinique selon l'algorithme Meyers. Ça, il a été montré que on a la même sécurité, très peu de faux négatifs, et on épargne un certain nombre de scanners à ces malades. C'est donc particulièrement utile. La deuxième chose, et là c'est une vraie révolution, c'est la validation des algorithmes dans la suspicion d'embolie durant la grossesse. L'an dernier, on n'avait aucune donnée pendant la grossesse. Là, on a maintenant deux grandes cohortes multicentriques et prospectives qui montrent toutes les deux qu'on peut appliquer pendant la grossesse l'algorithme classique, probabilité clinique, dédimère, et ensuite éventuellement scanner ou scintigraphie, à condition toutefois de faire relire les scanners et les scintigraphies par des gens experts du domaine, parce que l'interprétation est un peu plus compliquée. Mais voilà, pendant la grossesse, même algorithme qu'en dehors de la grossesse. Et qu'en est-il sur la prise en charge initiale? La prise en charge initiale, ce sur quoi ces nouvelles recommandations insistent, c'est une prise en charge basée sur la stratification du risque. Vous vous rappelez qu'on disait, on fait une estimation de la gravité clinique par un score clinique et les malades à faible risque peuvent être traités en ambulatoire. Ce qui a changé là, c'est qu'il a été identifié, même chez des malades dits à faible risque sur les scores cliniques, que la dysfonction ventriculaire droite augmentait tout de même les complications liées à l'embolie pulmonaire et la mortalité, et que ne sont considérés à faible risque maintenant que les malades qui n'ont pas de signe de gravité clinique ni de dysfonction cardiaque droite. Ces malades, à condition qu'il n'ait pas de pathologie sous-jacente majeure, à condition que leur entourage familial le permette et que l'hôpital soit organisé pour les réadmettre ou répondre à leurs demandes 24 heures sur 24, donc ces malades à faible risque peuvent être traités à domicile rapidement dans les 24 heures suivant le diagnostic. Voilà la première grande modification. La deuxième grande modification, c'est à partir du moment où on décide de mettre un traitement oral, les anticoagulants oraux directs sont maintenant mis en première ligne par rapport aux antagonistes de la vitamine K, alors qu'avant, ils n'étaient qu'en alternative. Donc voilà les deux grandes modifications de la prise en charge initiale. Et que pouvez-vous nous dire par rapport à l'embolie pulmonaire chez le patient d'oncologie? Ces malades représentent environ 20% des malades qui ont une embolie pulmonaire. C'est donc une situation clinique fréquente. Ce sont des malades à haut risque de récidive et à haut risque hémorragique. Et la nouveauté, c'est l'introduction, là encore, des anticoagulants oraux directs en alternative aux héparines de vapeur moléculaire, sauf cancer digestif, puisque dans 2 essais, il a été montré que dans les cancers digestifs, on avait une augmentation du saignement avec les AOD par rapport aux héparines de vapeur moléculaire, alors qu'ils sont plutôt plus efficaces que les vapeurs moléculaires. Donc pas pour les cancers digestifs, mais en dehors des cancers digestifs, on a maintenant la possibilité d'employer ces anticoagulants oraux directs au long cours. Merci beaucoup à vous, à bientôt. Je vous en prie.